Il était une fois un roi et une reine qui avaient 2 beaux garçons. Ils croissaient comme le jour tant ils se faisaient bien nourrir. La reine n'avait jamais d'enfants qu'elle n'envoya convier les fées à leur naissance. Elle les priait toujours de lui dire ce qui leur devait arriver. Elle donna naissance à une belle petite fille qui était si jolie qu'on ne la pouvait voir sans l'aimer. La reine ayant bien régalé toutes les fées qui étaient venues la voir, quand elles furent prêtes à s'en aller, elle leur dit « N'oubliez pas votre bonne coutume et dites-moi ce qui arrivera à Rosette. » C'est ainsi que l'on appelait la petite princesse. Les fées lui dirent qu'elles avaient oublié leur grimoire à la maison, qu'elles reviendraient une autre fois la voir. « Ah, cela n'annonce rien de bon. Vous ne voulez pas m'affliger par une mauvaise prédiction, mais je vous en prie que je sache tout, ne me cachez rien. » Elle s'en excusait bien fort, et la reine avait encore bien plus envie de savoir ce que c'était. Enfin, la plus jeune des fées lui dit « Nous craignons, madame, que Rosette ne cause un grand malheur à ses frères, qu'il ne meure dans quelque affaire pour elle. Voilà tout ce que nous pouvons deviner sur cette belle petite fille. Nous sommes bien fâchés de n'avoir pas de meilleures nouvelles à vous apprendre. » Elles s'en allèrent. Et la reine resta si triste, que le roi s'en aperçut à sa mine. Il lui demanda ce qu'elle avait. « Je me suis approchée trop près du feu et j'ai brûlé tout le lin qui était sur ma quenouille. »« N'est-ce que cela ?» dit le roi. Il monta dans son grenier et lui apporta plus de lin qu'elle n'en pouvait filer en 100 ans. La reine continua d'être triste. Il lui demanda ce qu'elle avait. « Tandis que j'étais au bord de la rivière, j'ai laissé tomber ma pantoufle de satin vert dans le cours d'eau. »« N'est-ce que cela ?» dit le roi. Il envoya quérir tous les cordonniers de son royaume et apporta 10 000 pantoufles de satin vert à la reine. Celle-ci continua d'être triste. Il lui demanda ce qu'elle avait. « J'ai mangé de trop bon appétit. J'ai avalé ma bague de noces qui était à mon doigt. »« Ma chère femme, vous mentez. J'ai trouvé votre bague que vous aviez ôtée de votre doigt. Je l'ai mise à l'abri, dans cette bourse. La voici. » Dame, elle fut bien attrapée d'être prise à mentir, car c'est la chose la plus laide du monde, et elle vit que le roi boudait. « Les fées craignent que Rosette ne cause un grand malheur à ses frères, qu'il ne meure dans quelque affaire pour elle. Si vous savez quelque bon remède, dites-le-moi. » Le roi s'attrista beaucoup. Il avoua enfin à la reine. « Je ne sais point d'autre moyen de sauver nos 2 fils qu'en faisant mourir Rosette. »« Mon Dieu, je n'y survivrai pas. » On apprit cependant à la reine qu'il y avait dans un grand bois un vieil ermite qui couchait dans le tronc d'un arbre et que l'on allait consulter de partout. « Il faut que j'y aille aussi. Les fées m'ont annoncé le mal, mais elles ont oublié le remède. » Elle monta de bon matin sur une belle petite mule blanche, toute ferrée d'or, avec 2 de ses demoiselles, qui avaient chacune un joli cheval. Quand elles furent auprès du bois, la reine et ses demoiselles descendirent de cheval et se rendirent à l'arbre où l'ermite demeurait. Il n'aimait guère voir des femmes, mais quand il reconnut la reine, il lui dit « Soyez la bienvenue. Que puis-je faire pour vous ?» Elle lui conta ce que les fées avaient dit de Rosette et lui demanda conseil. « Il faut enfermer la princesse dans une tour et empêcher qu'elle en sorte jamais. » La reine le remercia, lui fit une bonne aumône et revint tout raconter au roi. Quand le roi sut ces nouvelles, il fit rapidement bâtir une grosse tour. Il y mit sa fille, et pour qu'elle ne s'ennuyât point, le roi, la reine et les 2 frères allaient la voir tous les jours. L'aîné s'appelait le grand prince et le cadet le petit prince. Ils aimaient leur sœur passionnément, car elle était la plus belle et la plus gracieuse que l'on eût jamais vue, et le moindre de ses regards valait mieux que 100 pistoles. Quand elle eut 15 ans, le petit prince dit au roi
Ma sœur est assez grande pour être mariée. N'irons-nous pas bientôt à la noce ? Le grand prince en dit autant à la reine, mais leur majesté leur firent des réponses évasives. Mais le roi et la reine tombèrent malades. Ils moururent tous deux le même jour. La cour s'habilla de noir et l'on sonna les cloches partout. Rosette était inconsolable de la mort de sa maman. Quand le roi et la reine eurent été enterrés, les marquis et les ducs du royaume firent monter le grand prince sur un trône d'or et de diamants, avec une belle couronne sur sa tête, et des habits de velours violet chamarrés de soleil et de lune. Et puis toute la cour cria 3 fois « Vive le nouveau roi! L'Empire roi !» On ne songea plus qu'à se réjouir. Le roi et son frère décidèrent. À présent que nous sommes les maîtres, il faut retirer notre sœur de la tour où elle s'ennuie depuis si longtemps. Ils n'eurent qu'à traverser le jardin pour aller à la tour qu'on avait bâtie la plus haute que l'on avait pu, car le roi et la reine défunts voulaient qu'elle y demeurât toujours. Rosette brodait une belle robe sur un métier qui était là devant elle. Mais quand elle vit ses frères, elle se leva et prit la main du roi, lui disant « Bonjour, sire. Vous êtes à présent le roi et moi votre petite servante. Je vous prie de me retirer de la tour, je m'ennuie fort. » Et là-dessus, elle se mit à pleurer. Le roi l'embrassa et lui dit de ne point pleurer, qu'il venait pour l'ôter de la tour et la mener dans un beau château. Le prince avait ses poches pleines de dragées qu'il donna à Rosette. « Allons, sortons de cette vilaine tour. Le roi te mariera bientôt. Ne t'afflige point. » Quand Rosette vit le beau jardin tout rempli de fleurs, de fruits, de fontaines, elle demeura si étonnée qu'elle ne pouvait pas dire un mot car elle n'avait encore jamais rien vu d'aussi beau. Elle regardait de tous côtés, elle marchait, elle s'arrêtait, elle cueillait des fruits sur les arbres et des fleurs dans le parterre. Son petit chien appelé Frétillon, qui était vert comme un perroquet, qui n'avait qu'une oreille et qui dansait à ravir, allait devant elle, faisait jappe, jappe, jappe avec 1000 sauts et 1000 cabrioles. Frétillon réjouissait fort la compagnie. Il se mit tout d'un coup à courir dans un petit bois. La princesse le suivit et fut émerveillée de voir dans ce bois un grand paon qui faisait la roue et qui lui parut si beau, qu'elle n'en pouvait détourner ses yeux. Le roi et le prince arrivèrent auprès d'elle et lui demandèrent à quoi elle s'amusait. Elle leur montra le paon et leur demanda ce que c'était que cela. Ils lui dirent que c'était un oiseau dont on mangeait quelquefois. Quoi? On ose tuer un si bel oiseau et le manger? Je vous déclare que je ne me marierai jamais qu'au roi des paons, et quand je serai la reine, j'empêcherai bien que l'on en mange. Le roi des paons? Savons-nous seulement s'il en existe un? Et s'il existe, tu ne peux pas épouser un oiseau. Je ne me marierai qu'à lui. Après avoir pris cette résolution, les 2 frères la conduisirent à leur château, où il fallut apporter le paon et le mettre dans sa chambre. Les dames qui n'avaient pas encore vu Rosette accoururent pour la saluer. Les unes lui apportèrent des confitures, les autres du sucre, les autres des robes d'or, de beaux rubans, des poupées, des souliers en broderie, des perles, des diamants. Pendant qu'elle causait avec des amis, le roi et le prince songeaient à trouver le roi des paons, s'il y en avait un au monde. Ils s'avisèrent qu'il fallait faire un portrait de la princesse Rosette. Et ils le firent faire si beau qu'il ne lui manquait que la parole. Et ils lui dirent « Nous allons partir pour le royaume des paons, très loin d'ici. Pendant notre absence, c'est vous qui gouvernerez. Prenez bien soin du royaume, et ne venez nous rejoindre que si nous vous donnons de nos nouvelles. » Rosette les remercia de la peine qu'ils prenaient. Elle leur dit qu'elle gouvernerait bien le royaume et qu'en leur absence, tout son plaisir serait de regarder le beau paon et de faire danser Frétillon. Ils ne purent s'empêcher de pleurer en se disant adieu. Voilà les 2 princes partis, qui demandaient à tout le monde « Ne connaissez-vous point le roi des paons ?» Non. Non. Ils passaient et allaient encore plus loin. Comme cela, ils allèrent si loin,
que personne n'avait jamais été si loin. Ils arrivèrent au royaume des hannetons. Il ne s'en est point encore tant vu. Ceci faisait un si grand bourdonnement que le roi avait peur de devenir sourd. Il demanda à celui qui lui parut le plus raisonnable s'il ne savait point en quel endroit il pourrait trouver le roi des Pans. Bien sûr, tous les hivers avec mes frères nous allons vivre dans ces jardins. Son pays est merveilleux, lui dit le hanneton. Voilà le roi et son frère qui prirent le hanneton bras dessus, bras dessous. En guise d'amitié, ils dînèrent ensemble. Ils virent avec admiration toutes les curiosités de ce pays-là, où la plus petite feuille d'arbre vaut une pistole. Après cela, ils partirent pour achever leur voyage, et comme ils savaient le chemin, ils ne mirent pas longtemps. Ils voyaient tous les arbres chargés de pans, et tout en était si rempli qu'on les entendait crier et parler de 2 lieues. Le prince disait à son frère: Si le roi des Pans est un pan lui-même, comment notre sœur prétend-elle l'épouser? Il faudrait être fou pour y consentir. Voyez la belle alliance qu'elle nous donnerait. Des petits panneaux pour neveu. C'est là une malheureuse fantaisie qui lui est venue dans l'esprit. Je ne sais où elle a été devinée qu'il y a dans le monde un roi des Pans. Quand ils arrivèrent à la grande ville, ils virent qu'elle était pleine d'hommes et de femmes, mais qui avaient des habits faits de plumes de paon, et qu'ils en mettaient partout comme une fort belle chose. Ils rencontrèrent le roi qui allait se promener dans un beau petit carrosse d'or et de diamants que 12 pans menaient à toute bride. Ce roi des Pans était si beau, que le roi et le prince en furent charmés. Il avait de longs cheveux blonds et frisés, le visage blanc, une couronne de queue de paon. Quand il les vit, il jugea que puisqu'ils avaient des habits d'une autre façon que les gens du pays, il fallait qu'ils fussent étrangers. Et pour le savoir, il arrêta son carrosse et les fit appeler. Le roi et le prince vinrent à lui. « Je vois à vos vêtements que vous êtes des étrangers. » dit le roi des Pans. Ayant fait la révérence, ils lui dirent: « En effet, sire, nous ne sommes pas d'ici. Nous venons de très loin pour vous montrer un portrait. » Ils tirèrent de leur valise le grand portrait de Rosette. Lorsque le roi des Pans l'eut bien regardé: « Je ne peux croire qu'il y ait au monde une beauté pareille, » dit-il. « Elle est encore 100 fois plus belle, » dit le prince. « Vous mentez, elle ne peut pas être aussi belle que ce portrait. »« Sire, je suis roi comme vous dans mon pays, et je vous jure que nous disons la vérité. » Notre sœur, dont voici le portrait, est la princesse Rosette. Nous venons vous demander si vous voulez l'épouser. Elle est belle et bien sage, et nous lui donnerons un boisseau d'écus d'or. » Dans ces conditions, je suis prêt à épouser votre sœur et à la rendre très heureuse. Mais comment puis-je être sûr que vous ne m'abusez pas, et que je ne serai pas obligé d'épouser une jeune fille dont la beauté n'a rien à voir avec celle de ce portrait? Rien n'est plus facile. Gardez-nous prisonniers, mon frère et moi, jusqu'à l'arrivée de notre sœur, et si nous avons menti, vous n'aurez qu'à nous faire pendre, répliqua le roi. Les princes se rendirent dans la prison sans difficulté, car ils étaient bien certains que Rosette était plus belle que son portrait. Lorsqu'ils furent dans la prison, le roi allait les voir souvent, et il avait dans son château le portrait de Rosette dont il était si fou qu'il ne dormait ni jour ni nuit. Comme le roi et son frère étaient en prison, ils écrivirent par la poste à la princesse de faire rapidement sa malle et de venir le plus vite possible parce que, enfin, le roi des Pans l'attendait. Ils ne lui dirent pas qu'ils étaient prisonniers de peur de l'inquiéter trop. Quand elle reçut cette lettre, elle fut tellement transportée qu'elle pensa en mourir. Elle dit à tout le monde que le roi des Pans était trouvé et qu'il voulait l'épouser. On alluma des feux de joie, on tira le canon, on mangea des dragées et du sucre partout. Elle laissa ses belles poupées à ses amis et le royaume de son frère entre les mains des plus sages vieillards de la ville. Elle leur recommanda bien de prendre soin de tout, de ne guère dépenser, d'amasser de l'argent pour le retour du roi. Elle les pria de conserver son paon et ne voulut emmener avec elle que sa nourrice et sa sœur de lait avec le petit chien vert Frétillon. Elles se mirent dans un bateau sur la mer. Elle portait le boisseau d'écus d'or et des habits pour 10 ans, à en changer 2 fois par jour. Elle ne faisait que rire et chanter. La nourrice demandait au batelier:
Approchons-nous du royaume des Pans. Il lui disait. Oh non! Une autre fois, elle lui demandait. Approchons-nous. Il lui disait. Non. Une autre fois, elle lui dit. Approchons-nous. Bientôt. Et quand il eut dit cela, elle se mit au bout du bateau, assise auprès de lui, et lui dit. Si tu veux, tu seras riche à jamais. Oui. Si tu veux, tu gagneras de bonnes pistoles. Je ne demande pas mieux. Eh bien, il faut que cette nuit, pendant que la princesse dormira, tu m'aides à la jeter dans la mer. Après qu'elle sera noyée, j'habillerai ma fille de ses beaux habits et nous la mènerons au roi des Pans qui sera bien aise de l'épouser. Et, pour ta récompense, nous te donnerons plein de diamants. Le batelier fut bien étonné de ce que lui proposait la nourrice. Il lui dit que c'était dommage de noyer une si belle princesse, qu'elle lui faisait pitié. Mais elle prit une bouteille de vin et le fit en boire qu'il ne savait plus rien lui refuser. La nuit étant venue, la princesse se coucha. Son petit Frétillon était joliment couché au fond du lit, sans remuer ni pieds ni pattes. Rosette dormait à point fermé quand la méchante nourrice, qui ne dormait pas, s'en alla quérir le batelier. Elle le fit entrer dans la chambre de la princesse, puis sans la réveiller, ils la prirent avec son lit de plumes, son matelas, ses draps, ses couvertures. La sœur de lait les aidait de toutes ses forces. Ils jetèrent le tout à la mer. Et la princesse dormait de si bon sommeil qu'elle ne se réveilla point. Mais ce qu'il y eut d'heureux, c'est que son lit de plumes était fait de plumes de phénix, qui sont fort rares, et qui ont cette propriété qu'elles ne vont jamais au fond de l'eau, de sorte qu'elle nageait dans son lit, comme si elle eût été dans un bateau. L'eau pourtant mouillait peu à peu son lit de plumes, puis le matelas. Et Rosette, sentant de l'eau, eut peur d'avoir mouillé son lit et d'être grondée. Comme elle se tournait d'un côté sur l'autre, Frétillon s'éveilla. Il avait le nez excellent. Il sentait les sols et les morues de si près qu'il se mit à japper, tant qu'il éveilla tous les autres poissons. Ils commencèrent à nager. Les gros poissons donnaient de la tête contre le lit de la princesse, qui, ne tenant à rien, tournait et retournait comme une pirouette. Dame, elle était bien étonnée. Est-ce que notre bateau danse sur l'eau? Je n'ai jamais été aussi mal à mon aise que cette nuit. Et toujours Frétillon qui jappait et qui faisait une vie de désespéré. La méchante nourrice et le batelier l'entendaient de bien loin et disaient « Voilà ce drôle de petit chien qui boit avec sa maîtresse à notre santé. Dépêchons-nous d'arriver. » Car ils étaient tout près de la ville du roi des Pans. Il avait envoyé au bord de la mer 100 carrosses tirées par toutes sortes de bêtes rares. Il y avait des lions, des ours, des cerfs, des loups, des chevaux, des bœufs, des ânes, des aigles, des paons. Le carrosse où la princesse Rosette devait prendre place était traîné par 6 singes bleus qui sautaient, qui dansaient sur la corde, qui faisaient 1000 tours agréables. Ils avaient de beaux harnais de velours cramoisi avec des plaques d'or. On voyait 60 jeunes demoiselles que le roi avait choisies pour la divertir. Elles étaient habillées de toutes sortes de couleurs et l'or et l'argent étaient la moindre chose. La nourrice avait pris grand soin de parer sa fille. Elle lui mit les diamants de Rosette à la tête et partout, ainsi que sa plus belle robe. Mais elle était avec ses ajustements plus laide qu'une guenon. Ses cheveux d'un noir gras, les yeux de travers, les jambes tordues, une grosse bosse au milieu du dos, de méchante humeur et maussade qui grognait toujours. Quand tous les gens du roi des Pans la virent sortir du bateau, ils demeurèrent si surpris qu'ils ne pouvaient parler. « Eh bien, dit-elle, est-ce que vous dormez? Allons, allons, que l'on m'apporte à manger. Vous n'êtes que d'infâmes canailles, je vous ferai tous pendre. » À cette nouvelle, il se disait « Quelle vilaine bête! Elle est aussi méchante que laide. » Voilà notre roi bien marié. Ce n'était pas la peine de la faire venir du bout du monde. Elle faisait toujours la maîtresse, et pour moins que rien, elle donnait des soufflets et des coups de poing à tout le monde.
Comme son équipage était fort grand, elle allait doucement. Elle se carrait comme une reine dans son carrosse. Mais tous les paons qui s'étaient mis sur les arbres pour la saluer en passant et qui avaient résolu de crier « Vive notre belle reine !» Quand ils l'aperçurent si horrible, ils criaient « Fille, qu'elle est laide !» Elle enrageait de dépit et disait à ses gardes « Tuez ces coquins de paons qui me chantent injures !» Les paons s'envolaient bien vite et se moquaient d'elle. Le fripon de batelier, qui voyait tout cela, disait tout bas à la nourrice « Commère, nous ne sommes pas bien. Votre fille devrait être plus jolie. »« Tais-toi, étourdi, tu nous porteras malheur. » L'on alla avertir le roi que la princesse approchait. « Eh bien, dit-il, ses frères m'ont-ils dit vrai? Est-elle plus belle que son portrait ?»« Sire, c'est déjà bien assez qu'elle soit aussi belle. »« Oui, j'en serais bien content. Allons la voir !» dit le roi, car il entendit par le grand bruit que l'on faisait dans la cour qu'elle arrivait, et il ne pouvait rien distinguer de ce que l'on disait, sinon « Comme elle est laide, qu'elle est laide !»« Comme elle est laide. Oh, qu'elle est laide. » Il crut qu'on parlait de quelque naine ou de quelque bête qu'elle avait peut-être amenée avec elle, car il ne pouvait lui entrer dans l'esprit que ce fût effectivement de la jeune fille. L'on portait le portrait de Rosette au bout d'un grand bâton tout découvert, et le roi marchait gravement après, avec tous ses barons et tous ses pans, puis les ambassadeurs des royaumes voisins. Le roi des pans était impatient de voir sa chère Rosette. Dame! Quand il l'aperçut, il faillit mourir sur place. Il se mit dans la plus grande colère du monde, il déchira ses habits. Il ne voulait pas l'approcher, elle lui faisait peur. Ces deux marauds que je tiens dans mes prisons sont bien hardis de s'être moqués de moi, et de m'avoir proposé d'épouser une magotte comme cela, dit-il. Ils ont pris le titre de roi et de prince pour m'attraper, et pour m'engager à épouser leur sœur. Je les ferai mourir. Allons, que l'on enferme sur l'heure cette pimbèche, sa nourrice, et celui qui les amène. Qu'on les mette au fond de ma grande tour. » D'un autre côté, le roi et son frère, qui étaient prisonniers et qui savaient que leur sœur devait arriver, s'étaient habillés de beau pour la recevoir. Au lieu de venir ouvrir la prison et les mettre en liberté ainsi qu'il l'espérait, le geôlier vint avec des soldats et les fit descendre dans une cave toute noire, pleine de vilaines bêtes, où ils avaient de l'eau jusqu'au cou. Hélas, se disaient-ils l'un à l'autre, voilà de tristes noces pour nous. Qu'est-ce qui peut nous procurer un si grand malheur? Ils ne savaient au monde que penser, sinon qu'on voulait les faire mourir. 3 jours se passèrent sans qu'ils entendissent parler de rien. Au bout de 3 jours, le roi des Pans vint leur dire des injures par un trou. « Vous avez menti, misérable !» leur cria-t-il. « Et le tribunal que j'ai réuni vous a condamné à mort. » C'est toi qui mens, roi des Pans, répondit le roi en colère. si tu affirmes que notre sœur n'est pas aussi belle que son portrait. J'affirme ce que toute la ville peut affirmer avec moi. Jamais nous n'avons vu une personne aussi laide. Roi des Pans, n'allez pas si vite dans cette affaire, car vous pourriez vous en repentir. Nous sommes princes comme vous. Nous avons un beau royaume, des habits, des couronnes et de bons écus. Vous êtes plaisant de nous vouloir pendre. Est-ce que nous avons volé quelque chose? Quand le roi l'entendit parler si résolument, il ne savait où il en était, et il avait quelquefois envie de les laisser partir avec leur sœur sans les faire mourir. Mais son confident, qui était un vrai flatteur, l'encouragea, lui disant que s'il ne se vengeait pas, tout le monde se moquerait de lui et qu'on le prendrait pour un petit roitelet de 4 deniers. Il jura de ne leur point pardonner. Les misérables m'ont menti. J'ordonne que sur l'heure on instruise leur procès. Cela ne dura guère. Il n'y eut qu'à voir le portrait de la véritable princesse Rosette auprès de celle qui était venue et qui prétendait l'être, de sorte qu'on les condamna d'avoir le cou coupé comme étant menteurs, puisqu'ils avaient promis une belle princesse au roi et qu'ils ne lui avaient donné qu'une laide paysanne. L'on alla à la prison leur lire cet arrêt et ils s'écrièrent « Mais à la fin, nous n'avons point menti. Notre sœur est princesse et plus belle que le jour. Il y a quelque chose là-dessous que nous ne comprenons pas.
que l'on nous accorde encore 7 jours avant de nous faire mourir. Peut-être durant ce temps notre innocence sera-t-elle reconnue. Le roi des Pans, qui était fort en colère, eut beaucoup de peine à accorder cette grâce. Mais enfin, il le voulut bien. Nous attendrons 7 jours pour exécuter la sentence. Et si dans 7 jours rien ne s'est passé, vous serez pendus. Pendant que toutes ces affaires se passaient à la cour, il faut dire quelque chose de la pauvre princesse Rosette. Dès qu'il fit jour, elle demeura bien étonnée, et Frétillon aussi, de se voir au milieu de la mer sans bateau et sans secours. Elle se prit à pleurer, tant et tant, qu'elle faisait pitié à tous les poissons. Elle ne savait que faire ni que devenir. Assurément, j'ai été jetée dans la mer par l'ordre du roi des Pans. Il s'est repenti de m'épouser. Pour se défaire de moi, il m'a fait noyer. Voilà un étrange homme. Je l'aurais tant aimé. Nous aurions fait si bon ménage. Là-dessus, elle pleurait plus fort, car elle ne pouvait s'empêcher de l'aimer. Elle demeura 2 jours ainsi, flottant d'un côté et de l'autre de la mer, mouillée jusqu'aux os, enrhumée à mourir et presque transie. Si ce n'avait été le petit Frétillon qui lui réchauffait un peu le cœur, elle serait morte 100 fois. Elle avait une faim épouvantable. Elle vit des huîtres à l'écaille, elle en prit autant qu'elle en voulut et elle en mangea. Frétillon ne les aimait guère. Il fallut pourtant bien qu'il s'en nourrit. Quand la nuit venait, une grande peur prenait Rosette et elle disait à son chien: « Frétillon, jappe toujours, de crainte qu'un gros poisson ne nous mange. » Il avait jappé toute la nuit, et le lit de la princesse n'était pas bien loin du bord de l'eau. En ce lieu-là, il y avait un bon vieillard qui vivait tout seul dans une petite chaumière où personne n'allait jamais. Il était fort pauvre et ne se souciait pas des biens du monde. Quand il entendit japper Frétillon, il fut tout étonné car il ne passait guère de chiens par là. Il crut que quelques voyageurs s'étaient égarés. Il sortit pour les remettre charitablement dans leur chemin. Tout d'un coup, il aperçut la princesse et Frétillon qui nageaient sur la mer. « Juste au ciel, une jeune fille !» Et la princesse, le voyant, lui tendit les bras et lui cria: « Bon vieillard, sauvez-moi car je périrai ici. Il y a 2 jours que je languis. » Lorsqu'il l'entendit parler si tristement, il en eut pitié. « Tenez bon, mademoiselle, je vais vous tirer de là !» Il rentra dans sa maison pour prendre un long crochet. Il s'avança dans l'eau jusqu'au cou et pensa 2 ou 3 fois à être noyé. Enfin, il tira tant qu'il amena le lit jusqu'au bord de l'eau. Rosette et Frétillon furent bien aises d'être sur la terre. Elle remercia bien fort le bonhomme et prit sa couverture dont elle s'enveloppa. Puis, toute nu-pieds, elle entra dans la chaumière où il lui alluma un petit feu de paille sèche et tira de son coffre le plus bel habit de feu sa femme, avec des bas et des souliers dont la princesse s'habilla. Ainsi vêtue en paysanne, elle était belle comme le jour, et Frétillon dansait autour d'elle pour la divertir. Le vieillard voyait bien que Rosette était quelque grande dame, car les couvertures de son lit étaient toutes d'or et d'argent et son matelas de satin. Il la pria de lui conter son histoire, et qu'il n'en dirait mot si elle le souhaitait. Elle lui apprit tout d'un bout à l'autre, pleurant bien fort, car elle croyait toujours que c'était le roi des Pans qui l'avait fait noyer. C'est que je suis très pauvre, belle princesse. J'ai tout juste de quoi me nourrir moi-même, lui dit le vieillard. La ville du roi des Pans est toute proche d'ici. Je vous y conduirai demain à la 1re heure. Oh, c'est un méchant. Il me ferait mourir. Mais si vous avez un petit panier, il faut l'attacher au cou de mon chien. Il trouvera bien quelques provisions à mettre dedans. Le vieillard donna un panier à la princesse. Elle l'attacha au cou de Frétillon et lui dit: Va-t'en au meilleur pot de la ville et rapporte ce qu'il y a dedans. Frétillon court à la ville. Comme il n'y avait point de meilleur pot que celui du roi, il entre dans sa cuisine, il découvre le pot, prend adroitement tout ce qui était dedans et revient à la maison. Rosette lui dit: Retourne à l'office et prends ce qu'il y aura de meilleur.
Frétillon retourne à l'office et prend du vin blanc, du vin muscat, toutes sortes de fruits et de confitures. Il était si chargé qu'il n'en pouvait plus. Quand le roi des paons voulut dîner, il n'y avait rien dans son pot ni dans son office. Où est passé le rôti? Il a disparu, sire. Chacun se regardait et le roi était dans une colère horrible. Eh bien, je ne dînerai donc point. Mais que ce soir on mette la brioche au feu et que j'ai de bons rôtis. Le soir étant venu, la princesse dit à Frétillon: Va-t'en à la ville, entre dans la meilleure cuisine et apporte-moi de bons rôtis. Frétillon fit comme sa maîtresse lui avait commandé, et ne sachant point de meilleure cuisine que celle du roi, il y entra tout doucement. Pendant que les cuisiniers avaient le dos tourné, il prit le rôti qui était à la broche. Il avait une mine excellente, et à voir seulement faisait appétit. Frétillon rapporta son panier plein à la princesse. Elle le renvoya aussitôt à l'office, et il apporta toutes les compotes et les dragées du roi. Le roi, qui n'avait pas dîné, ayant grand faim, voulut souper de bonne heure, mais il n'y avait rien. Il se mit dans une colère effroyable, et alla se coucher sans souper. Le lendemain, au dîner et au souper, il en fut de même. De sorte que le roi resta 3 jours sans boire ni manger, parce que quand il allait se mettre à table, l'on trouvait que tout était pris. Son confident, fort en peine, craignant la mort du roi, se cacha dans un petit coin de la cuisine, et il avait toujours les yeux sur la marmite qui bouillait. Il fut bien étonné de voir entrer tout doucement un petit chien vert qui n'avait qu'une oreille, qui découvrait le pot et mettait la viande dans son panier. Il le suivit pour savoir où il irait. Il le vit sortir de la ville. Le suivant toujours, il fut chez le bon vieillard. En même temps, il vint tout conter au roi, que c'était chez un pauvre paysan que son bouilli et son rôti allaient soir et matin. Le roi demeura bien étonné. Il demanda qu'on allât le chercher. Le confident, pour faire sa cour, y voulut aller lui-même et mena des archers. Ils le trouvèrent qui dînait avec la princesse, mangeant le bouilli du roi. Il les fit prendre et les attacha de grosses cordes, ainsi que Frétillon. Quand ils arrivèrent, l'on alla avertir le roi, qui répondit: C'est demain qu'expire le 7e jour que j'ai accordé à ces effrontés. Je les ferai mourir avec les voleurs de mon dîner. Et il ordonna qu'on allât les chercher. Le vieillard se jeta à genoux et il se mit à tout conter au roi. Pendant qu'il contait son histoire, le roi, émerveillé, regardait Rosette, qui lui parut si belle qu'il n'en pouvait détourner ses yeux. Elle était si triste qu'elle lui faisait pitié. Puis, quand le bonhomme eut déclaré que c'était elle qui se nommait la princesse Rosette, qu'on avait jetée dans la mer, malgré la faiblesse où il était d'avoir été si longtemps sans manger, il fit 3 sauts tout de suite et courut l'embrasser et lui détacher les cordes dont elle était prisonnière, lui disant qu'il l'aimait de tout son cœur. « Pardonnez-moi, belle princesse. Pardonnez-moi d'avoir douté de la parole de vos frères. » On fut en même temps quérir les princes qui croyaient que c'était pour les faire mourir et qui arrivèrent fort tristes en baissant la tête. L'on alla de même quérir la nourrice et sa fille. Quand ils se virent, ils se reconnurent tous. Rosette sauta au cou de ses frères, la nourrice et sa fille avec le batelier se jetèrent à genoux et demandèrent grâce. La joie était si grande que le roi et la princesse leur pardonnèrent, et le bon vieillard fut récompensé largement. Il demeura toujours dans le palais. Enfin le roi des paons fit toutes sortes de satisfactions au roi et à son frère, témoignant de sa douleur de les avoir maltraités. La nourrice rendit à Rosette ses beaux habits et son boisseau d'écus d'or, et la noce dura 15 jours. Tous furent heureux, jusqu'à Frétillon qui ne mangeait plus que des ailes de perdrix.